Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture, il est 11h. Et à 11h sur France Culture tous les jours, c'est Place aux questions d'époque. Caroline Brouet et Olivier Pastré, nous sommes lundi et c'est l'économie en question. Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. Fin janvier, des ouvriers de la raffinerie Total de l'INSEE en Angleterre ont manifesté contre l'embauche de travailleurs italiens et portugais. Les pancartes des grévistes brandissaient des emplois britanniques pour des travailleurs britanniques. Le 5 février, 40 travailleurs recrutés sont rentrés au Portugal. Dans le même temps, l'Argentine a imposé des restrictions aux importateurs de télévision. L'Équateur a majoré ses droits de douane sur les téléphones portables. L'Inde a interdit l'entrée sur son marché des jouets chinois pour 6 mois. L'Europe a augmenté ses subventions à l'exportation du beurre, du fromage, du lait en poudre. La Russie a augmenté ses droits de douane sur les voitures importées. Le Congrès américain a voté en janvier une clause Buy American, acheter américain, dans le plan de relance d'Obama, après que George Bush lui-même avait annoncé un triplement de la taxe sur le Roquefort. Et en France, Nicolas Sarkozy a accordé un prêt de l'État aux constructeurs automobiles en contrepartie d'engagements sur le maintien de la production et de l'emploi sur le territoire. Face à la crise, les pays sont donc de plus en plus nombreux qui présentent des plans de relance assortis de conditions préférentielles pour leurs producteurs nationaux, si bien qu'au dernier forum de Davos fin janvier, les déclarations alarmistes sur un prétendu danger protectionniste se sont multipliées. Voilà en tout cas qui relance le débat sur un sujet devenu tabou, le protectionnisme. Tout protectionnisme est-il condamnable? C'est le sujet de l'économie en question ce matin. Et pour en discuter avec nous autour de la table, deux invités. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, démographe et le dernier livre que vous avez fait paraître chez Gallimard intitulé « Après la démocratie » comporte une conclusion dans laquelle vous écrivez que le protectionnisme est la dernière chance de la démocratie européenne. Voilà qui est dit, phrase sur laquelle on reviendra bien évidemment. Et à côté de vous, Jean-Louis Levé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et sociale, ancien responsable des questions industrielles au Parti socialiste. Alors pour commencer ce débat sur le protectionnisme aujourd'hui, je propose qu'on fasse un détour par l'histoire avec vous, Olivier Pastré. Expliquez-nous le terme protectionnisme, d'où vient-il et comment a-t-il évolué dans l'histoire ? Oui, de Jean-Baptiste Colbert à Pascal Lamy. Je voudrais rapidement passer en revue quelques siècles autour de deux idées. D'abord, et on en discutera avec nos invités, je pense qu'on a toujours été protectionniste et les phases de libre-échange sont relativement marginales. Par ailleurs, ce ne sont pas ceux que l'on croit qui sont protectionnistes. Et certains qui sont qualifiés de protectionnistes ne le sont pas tant que ça. Alors, quand est-ce que naît le protectionnisme? Question posée par Caroline. Quand naît l'État? Le protectionnisme a toujours existé, simplement il s'est focalisé autour des frontières nationales à partir du moment où il y a eu un État, et c'est donc évidemment Colbert qui est le père, entre guillemets, du protectionnisme. C'est lui qui a fait le code de commerce, c'est lui qui a instauré un certain nombre de barrières douanières, mais il n'était pas si protectionniste que cela, pour deux raisons. D'abord parce qu'à l'époque, tout le monde était protectionniste. Dès qu'il y avait un État, il y avait une protection. Deuxièmement, il a importé des talents, notamment les verriers de Venise qui sont venus créer Saint-Gobain, et il a été, sur le fond, par bien des égards, libéral. Alors, le 18e est globalement protectionniste, mais on croit que le 19e, à contrario, ne l'est pas, puisque au niveau des idées, on a Ricardo et Smith qui démontrent que l'échange commercial est le meilleur moyen d'assurer la prospérité et de faire la paix. Il faut rappeler quand même qu'au XIXe siècle, il y a eu un autre économiste moins connu qui s'appelle Frédéric List, qui a développé les premières théories protectionnistes en s'appuyant sur le concept d'infant industry, d'industrie naissante, qui justifiait la mise en place de barrières douanières. Voilà pour les idées. Alors pour les faits,
Oui, le début du siècle, je parle 19e, était globalement protectionniste. À partir de 1840, on a un léger basculement. Le symbole de ce qui devrait être le libre-échange généralisé, c'est le traité franco-anglais de 1860. Je signale à ce propos un ouvrage remarquable de David Todd, qui n'a aucun rapport avec son père, qui s'appelle L'identité économique de la France, libre-échange et protectionnisme 1814-1851, paru récemment chez Grasset, qui met en lumière deux choses. Un, la différence fondamentale d'appréciation du protectionnisme et du libre-échange par la France et l'Angleterre, pour des raisons notamment politiques. Et deuxièmement, la différence fondamentale des positions de gauche au XIXe siècle par rapport aux positions de gauche ou d'extrême gauche aujourd'hui. C'est tout à fait intéressant. Alors voilà pour la période libre-échangiste du 19e, mais tout s'arrête en 1892 avec Jules Méline, celui qu'on appelait le Torquemada de la betterave, qui a mis des barrières douanières qui ont tenu largement jusqu'en 1929. Crise de 29, tarif Smoot-Hawley en juin 30 aux États-Unis. À partir de là, une nouvelle flambée protectionniste. Et un point important, on se sert, et on va en parler pendant le débat, de la monnaie comme instrument de protectionnisme avec la dévaluation de la livre en septembre 31. À partir d'octobre 47, on croit que l'on revient au libre-échange à nouveau avec le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, signé par 23 pays. Alors il y a eu 8 rondes du GATT qui ont permis de faire baisser les tarifs douaniers, certes, mais qui ont donné lieu au développement de ce qu'on appelle les ONT, pas les ONG, les ONT, les obstacles non tarifaires, avec notamment les quotas, les brevets, la clause sociale, la clause environnementale, bref, toute une série de clauses qui permettra probablement à l'avenir de développer un protectionnisme déguisé. Voilà pour ce rapide balayage historique. Je m'arrête à 1995 avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est la descendante du GATT. Conférence de Marrakech, un nouveau cycle de pseudo-libéralisme va s'ouvrir. Merci Olivier. Alors, question à l'historien et Emmanuel Todd que vous êtes. Vous avez d'ailleurs préfacé la réédition du livre dont vous avez parlé, Olivier, le livre de Friedrich List, qui est souvent présenté comme le père fondateur du protectionnisme, qui était un économiste allemand. Ce qu'on trouve dans List, c'est pas simplement une théorie économique, ou plutôt c'est une théorie économique qui se distingue de la pensée classique, ce qu'il appelle die Schule, l'école des libre-échangistes. Smith, il ne parle pas de Ricardo, d'ailleurs, bizarrement, List. C'est l'économie historique, c'est-à-dire c'est une réinsertion de l'économie dans l'histoire, c'est une vision globale. C'est-à-dire que List, il est tout à fait compétent et capable de démolir tous ses adversaires sur le terrain économique, d'autant plus facilement que c'est un libéral en termes d'analyse économique, mais il est très intéressé par l'insertion de l'économie dans l'histoire et la société réelle. Donc c'est un type qui s'intéressera au phénomène d'éducation dans le développement. Il verra pas juste des techniques de commercial, mais l'importance des niveaux culturels, des niveaux éducatifs, des spécialisations. Par exemple, List est un type qui, regardant le décollage de la Chine et de l'Inde ou de la Corée, ne dirait pas « c'est grâce au commerce qui se sont développés ». Il ne dirait pas « moi je suis listien en économie quand même, donc je parle à sa place, de toute façon il ne va pas m'emmerder de là où il est ». Et il dirait « mais non, le décollage de la Chine, de l'Inde, tout ça, c'est d'abord la hausse des taux d'alphabétisation, c'est l'émergence de sociétés beaucoup plus compétentes avec des forces productives qui se développent par elles-mêmes ». C'est ça, c'est une vision globale. Et puis il y a toute une relecture de l'histoire du développement économique de l'Europe, dans la première partie, si mes souvenirs sont exacts, du système national d'économie politique, dans laquelle il montre bien qu'en vérité, tous les décollages, tous les démarrages se sont faits, de manière protectionniste. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une théorie complète et je suis très content d'avoir fait rééditer ce livre, même si ça m'a donné un gros boulot, parce que ça n'est pas mon domaine de base de compétences. Alors, faisons un bond dans l'histoire et arrivons, si vous le voulez bien, au milieu du XXe siècle, à la crise de 1929. Il se trouve que le protectionnisme est accusé d'être responsable, en 1929, de la chute du commerce mondial. Je voudrais quand même donner une précision sur le très bon exposé qui nous a été donné de l'histoire du protectionnisme, avec pas mal de nuances. Le retour au protectionnisme à la fin du 19e siècle, c'est pas la France, c'est pas Méline. Je veux dire, d'un point de vue français, ça s'est passé en France, donc c'est ce qu'on voit. Mais le retour Méline, en fait, la France était pratiquement l'un des derniers pays à revenir au protectionnisme. C'est Bismarck en Allemagne qui a fait le virage protectionniste, et le virage protectionniste de l'Allemagne, a permis le décollage de l'Allemagne, le rattrapage de l'Angleterre, le dépassement de la France.
Donc c'est quand même ça. Alors sur la crise de 29, oui. Oui, non, je disais que en 1929, en 1930 plus exactement, les États-Unis ont augmenté par la loi Smoot, vous l'avez dit Olivier, leurs droits de douane de 50%. Oui. Les importations ont chuté des 2/3, mais aussi les exportations vers le Canada, parce que le Canada et les pays européens avaient pris des mesures de rétorsion. Et on explique aujourd'hui que le protectionnisme soit souvent présenté comme le mal absolu par cette histoire, parce qu'effectivement le protectionnisme a été disqualifié dans l'histoire. Est-ce que c'est pour ça, Emmanuel Todd, qu'aujourd'hui le protectionnisme soit présenté comme le mal? En tout cas, c'est ce qui est dit en automatique. Si vous voulez, je veux dire, en principe, un libre-échangiste va nous balancer la crise de 29. Alors d'abord, c'est un peu limité comme interprétation. La crise de 29, fondamentalement, c'est pas ça. C'est ce qui a été analysé par Keynes dans la théorie générale. Je veux dire, c'est un problème d'insuffisance de la demande, de piège d'insuffisance de la demande. Et on peut tout à fait ensuite et le gros de l'effondrement économique n'a pas grand-chose à voir avec les questions commerciales. D'ailleurs, le commerce était beaucoup moins important à l'époque que maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, je veux dire, des mesures protectionnistes mal pensées, prises dans le désordre, et surtout dans un contexte international qui était haineux. On était quand même au lendemain des millions de morts de la guerre de 14. Ça n'a rien arrangé. Mais Keynes lui-même, qui est quand même le grand analyste de la crise de 29, dans cette phase-là, a plutôt fait une conversion à un certain type de protectionnisme intelligent. Donc je pense que, si vous voulez, la grande différence entre les protectionnistes et les libre-échangistes, c'est pas deux idéologies symétriques. C'est-à-dire que les libre-échangistes sont des gens qui pensent... Il y a eu une révélation, il y a eu deux prophètes, il y a eu Smith et puis il y a eu Ricardo. Et puis là, la révolution a été close. C'était la dernière prophétie. Il ne s'est rien passé. Et on peut, à partir de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, interpréter, dire le bien dans l'histoire du monde. Les protectionnistes ne sont pas des gens comme ça. Comme je disais pour List, c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire, au tissu profond des sociétés, et qui ne diront jamais que la protection est bonne en soi à tout moment, que n'importe quelle protection. C'est sûr, c'est un univers de la nuance, vous voyez. Donc, en fait, je pense que la question qui n'a pas été posée et mal résolue en 29, c'est celle qui se repose maintenant. Je veux dire, on est de nouveau face à un problème d'implosion de la demande assurée cette fois-ci par le libre-échange lui-même. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais bien entendu, comme on est dans un état d'impréparation intellectuelle absolue sur ces questions, puisque les libre-échangistes ont empêché tout débat sur ce que pourrait être un protectionnisme intelligent et coopératif, ce qu'on commence à voir, et ce que vous avez énuméré, en fait, tout ça, c'est des cas de protectionnisme que je qualifierais de idiots, pas intelligents, et qui ne vont pas résoudre... C'est même pas la peine de se dire qu'ils vont aggraver la situation. Ils ne vont pas résoudre le problème de la demande globale. Bon, alors Emmanuel Todd, on viendra évidemment sur le protectionnisme intelligent que vous défendez. Mais déjà, Jean-Louis Levet, sur votre regard sur l'histoire et pour expliquer le présent d'aujourd'hui, le protectionnisme dans l'histoire est-il le même que le protectionnisme qu'on voit poindre ici ou là aujourd'hui, et comment expliquer qu'il soit aussi mal considéré aujourd'hui ? Oui, je crois que l'histoire économique nous montre une chose, et mes propos iront plutôt en complément de ceux d'Emmanuel Todd. Je ne suis pas opposé à ce qu'il vient de dire. Je pense néanmoins que le débat entre protectionnisme et libre-échange est un faux débat. Le débat, il est entre les pays qui ont une capacité à avoir une stratégie de développement et ceux qui n'arrivent pas ou qui ont renoncé à avoir une stratégie de développement. La protection, après, c'est un outil parmi d'autres au service d'une stratégie de développement. Emmanuel, avec raison, parle de la Corée, on pourrait rajouter la Finlande, l'Irlande, la France des années 50 aux années 80. Rappelons que la France avait 80% de son potentiel industriel détruit en 1945. Donc l'État, effectivement, va jouer un rôle très important avec le commissariat du plan pour relancer l'économie. Et donc la France, pendant 30 ans, je dirais, a eu une vraie stratégie de développement. On a fait le choix, on s'est dit, voilà, il faut reconstruire, il faut investir dans le nucléaire, dans l'électricité, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, dans le spatial. Et d'une certaine façon, tous nos points forts aujourd'hui sont issus à un moment donné d'un État et des entreprises qui ont su ensemble travailler. Ce qu'on appelait les grands programmes technologiques. Et d'une certaine mesure, les deux grandes réussites européennes aujourd'hui, Ariane dans l'espace et Airbus dans l'aéronautique, sont justement le résultat d'un puis deux pays, la France et l'Allemagne, qui se sont dit nous ne sommes pas dans une logique d'hégémonie à l'américaine, nous sommes dans une logique d'autonomie.
Et cette autonomie, il faut maîtriser notre destin. Voilà, il y a à la fois des enjeux de souveraineté européenne, considérons que l'espace, l'aéronautique, aujourd'hui on pourrait rajouter les nanotechnologies, la biotechnologie, enfin toute une série les télécoms, la protection de l'information, sont des enjeux de souveraineté européenne. Pourquoi européen? Parce qu'on sait très bien que tout seul aujourd'hui, vu la taille des investissements, le marché mondial, il faut être plusieurs pour jouer ensemble. Et puis en même temps, des enjeux qui sont liés aux besoins du futur. Nous savons tous que nous allons vers un vieillissement démographique important. Bien, nous savons que, par exemple, dans l'industrie de la santé, il faudra que nous travaillions ensemble. Il faudra également que, sur le plan de l'ingénierie urbaine, dans le cas du développement durable, ensemble, nous puissions mettre nos compétences. Donc je crois que, encore une fois, l'histoire nous apprend qu'il y a des pays qui ont cette capacité à se développer et d'autres qui, d'une certaine façon, ont renoncé. Et en allant un petit peu plus loin, je dirais que l'histoire nous montre finalement qu'il y a quelques cas de figure assez clairs. Il y a certains pays qui ont fait le choix de l'hégémonie. C'est le cas de l'Union soviétique dans les années sous le stalinisme jusqu'à la fin des années 80, quand le système a implosé. Et le cas américain. D'une certaine façon, Bush a poussé, je dirais, jusqu'à l'excès, jusqu'à la bêtise suprême, la recherche d'hégémonie, où un pays est hégémonique parce que non seulement il a la puissance technologique, économique, militaire, commerciale, mais aussi les valeurs. Il fait partager ses valeurs aux autres. D'une certaine façon, le Japon, dans les années 80, est devenu une puissance dominante en conquérant plus du tiers du marché économique, du marché intérieur américain. Mais ces valeurs n'étaient pas partagées. On ne se retrouvait pas dans l'individu dilué dans le collectif, etc. Il y a un deuxième choix qui est celui du laisser-faire. Voilà, on laisse faire. Alors c'est ce que disait Emmanuel, le problème du laisser-faire, le discours libéral, c'est le discours du maître. C'est-à-dire laissez faire, laissez-moi rentrer sur votre marché, mais comme de toute façon je suis plus fort, j'aurai moins de difficultés à rentrer sur votre marché que vous sur le mien. Et d'une certaine façon, la France, depuis 15 ans, a fait un peu ce choix de l'adaptation sous contrainte. C'est-à-dire, depuis 15 ans, on explique aux Français que la mondialisation, c'est d'abord un champ de contraintes gigantesques. Et donc, il faut s'y adapter par tous les moyens. Et à force de s'y adapter sans projet, sans mobilisation autour de projets forts, les Français ont aujourd'hui un peu l'impression que le lien entre l'effort consenti dans les études, dans le travail, est rompu avec le résultat obtenu. Et d'une certaine façon, la récession d'aujourd'hui, qui est justement le fruit de l'application de ce discours ultralibéral, on en est là aujourd'hui. Je citerai juste deux exemples qui montrent qu'à mon avis, le protectionnisme dans la durée, je dis bien dans la durée, et le libre-échange intégral sont deux impasses. Le 4 novembre 1846, pour rejoindre les propos d'Olivier, il y a un grand industriel qui s'appelle Jean Dollfus, le groupe Dollfus-Mig. À l'époque, on est dans la première révolution industrielle, on fait des machines-outils, on fait du textile, on fait des contenus à filer, des métiers à tisser. Et il y a en même temps le député maire de la ville de Mulhouse. Et là, il réunit tous les industriels de la région qui fabriquent des machines, des métiers à tisser. Il leur dit, il y a une nouvelle doctrine qui promeut la liberté du commerce. C'est un système extrêmement dangereux. Parce que les machines anglaises, nos grands concurrents, coûtent 30% moins cher que les machines que nous fabriquons. Donc il faut protéger le marché français, il faut augmenter les barrières douanières, il faut augmenter le prix des machines anglaises de 30%. Et à aucun moment, Jean Dollfus n'a un raisonnement économique, parce que là, on n'est pas avec la Chine ou l'Inde où le coût du travail est beaucoup plus bas. On a un pays qui a en gros le même niveau de développement. Il ne se demande pas pourquoi les machines anglaises, d'au moins aussi bonne qualité que les machines françaises, coûtent 30% moins cher. C'est tout simplement parce qu'ils sont plus productifs, ils ont plus innové, bref, ils ont été plus intelligents à un certain moment collectivement. Et le patronat français, profondément conservateur, était libéral dans le discours, mais surtout protégez-nous de nos ennemis. Résultat, la France a fait le choix du protectionnisme pendant très longtemps et d'une certaine façon, on a fait le choix d'un libre-échange intégré avec le traité de Rome en 1958. Je rappelle qu'en 1969, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 60% de nos exportations en France étaient dans l'ancien empire colonial. Donc pendant 70 ans, on s'est développé bien à l'abri de la concurrence des autres. Moralité, dans les années 80, une grande partie de notre industrie française qui ne s'était pas frottée à la concurrence internationale a été au bord du dépôt de bilan et la gauche y a répondu d'une certaine façon par les nationalisations en réinjectant 100 milliards de francs pour sauver toute une série de groupes qui plus tard vont devenir Arcelor, Renault, au bord des pots de bilan en 1984, qui rachète Nissan. Donc, le protectionnisme dans la durée, quand c'est une fuite face à une concurrence qui est au même niveau, ça fait des dégâts considérables. De même, le libre-échange intégral, encore une fois, c'est le discours du plus fort. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine ou d'Afrique dans les années 50, 60, 70. Eh bien, les barrières douanières s'effondrent, les grandes puissances arrivent dans ces pays-là et détruisent la plupart de leur agriculture. Alors, quand est-ce que le protectionnisme est intéressant ? Il est intéressant historiquement dans deux cas.
Quand il s'agit de donner sa chance, Olivier l'a dit tout à l'heure, à de nouvelles industries, par exemple la France et l'Allemagne disent on doit être présent dans l'aéronautique, eh bien on va subventionner Airbus. On subventionne Airbus à partir de la fin des années 60 et Airbus commence à devenir rentable 30 ans après parce que ce sont des investissements considérables et en face on avait Boeing qui avait un monopole. Il y a une deuxième raison qui joue sur le protectionnisme, c'est aider des secteurs en difficulté à redevenir compétitifs. Et par exemple, dans les années 80-90, l'Union européenne et le Japon font un accord dans l'automobile pour permettre aux industriels français qui avaient pris un gros retard de performance par rapport aux Japonais, de revenir dans la course. Voilà. Donc, le protectionnisme peut être utile à certains moments de l'histoire quand il est un outil au service d'une capacité de développement. Et le libre-échange est intéressant à partir du moment où il est maîtrisé, c'est-à-dire où on n'a pas une marchandisation générale, où aujourd'hui les biens publics, les services publics, l'eau serait aussi du ressort du libre-échange. Donc, ni l'un ni l'autre, mais la capacité de la France et de l'Union européenne à avoir la capacité de se développer, à définir une stratégie. C'est ça, à mon avis, le problème d'aujourd'hui. Un peu de protection, un peu de libre-échangisme. Alors, en ce qui concerne le fait que les deux, que rien n'est parfait et qu'il faut alterner, en fait, moi, c'est comme ça que j'avais conclu la préface que j'avais faite à List. Je disais qu'un jour, il me semblerait que peut-être des économistes arriveraient à l'ultime conclusion que l'idéal pour les sociétés, c'était une alternance, pas rapide, mais une alternance en termes générationnels, des phases d'ouverture et de relative fermeture de l'économie. Donc vraiment, c'était il y a 10 ans. Donc voilà. Alors quand même, en ce qui concerne les deux avantages du protectionnisme, je veux dire, qui viennent d'être évoqués, je crois qu'il faut, c'est très important pour la crise actuelle, mais c'est une problématique qui est déjà, je veux dire, dans les textes protectionnistes du 19e siècle, et pas seulement dans List. Il y a aussi la question de la demande. C'est pas juste une question de protection de l'industrie, c'est pas juste une question de production. Alors, on peut... C'est le plus simple, c'est de partir maintenant, mais ensuite j'évoquerai le 19e siècle. Je veux dire, la question du libre-échange a eu des effets bénéfiques dans une première phase d'ouverture, mais il a fini par ramener le capitalisme à sa vieille contradiction qui est celle de la déconnexion de la production et de la consommation. C'est-à-dire que dans les économies nationales relativement intégrées d'après-guerre, je pense à l'Europe, là, les patrons, les entreprises qui distribuaient des salaires et qui laissaient filer les salaires à la hausse avaient le sentiment, l'intuition, péniblement acquise à travers la crise de 29 et la guerre, que les salaires distribués permettaient l'augmentation d'une demande qui allait servir à absorber les gains de productivité. Puisque, bien entendu, on est confronté à des économies productives, capitalistes, qui progressent technologiquement. Et donc, il faut aussi... L'un des problèmes du capitalisme, c'est pas juste produire plus, je veux dire, c'est l'élargissement de la demande, qui va avec cet élargissement de la production. Alors, le problème, c'est que le libre-échange a ramené à la vieille contradiction. Imaginez une entreprise qui se met à produire pour le marché mondial, perd très logiquement et très légitimement toute conscience du fait que les salaires qu'elle distribue contribuent à la formation d'une demande intérieure d'échelle nationale. La notion de demande intérieure nationale n'a plus de sens quand on atteint les échelles de libre-échange et d'échange auxquelles on est arrivé maintenant. Donc vous faites un petit modèle rapidement. C'est ce que j'avais fait une dizaine d'années d'ailleurs. Vous imaginez que toutes les entreprises de tous les pays du monde se mettent à considérer les salaires qu'elles distribuent comme un coût pur et pas comme de la demande, et rentre très logiquement dans une logique d'optimisation et donc de compression du coût salarial. Phénomène qui a été bien entendu aggravé par la concurrence des pays à bas salaire, de type Chine, etc. Mais problème qui existerait même en l'absence de pays à bas salaire, en fait. Vous obtenez une insuffisance mondiale de la demande. Et c'est là-dedans qu'on est. Alors, et l'une des préoccupations, donc l'une des justifications du protectionnisme, c'est aussi pour rétablir, on en parlera. Vous dites dans votre livre, créer les conditions d'une remontée des salaires. D'une remontée des salaires, parce que tant qu'on est dans une situation d'ouverture, etc., il est simplement hors de question qu'on fasse remonter les salaires. Ça n'est pas possible. Toute prétention à faire remonter les salaires en situation de libre-échange, je veux dire, est une pure escroquerie. On en est là. Donc vraiment, l'un des arguments, et l'argument principal pour le protectionnisme maintenant, aujourd'hui, au stade actuel de la globalisation, c'est créer les conditions d'une relance de la demande qui pourrait permettre, en phase
je dirais, ultime de signe de relancer les importations, puisque l'un des paradoxes auxquels aboutit maintenant le libre-échange avec l'implosion de la demande mondiale, c'est que les pays qui étaient menaçants, la Chine, enfin les gros exportateurs, je veux dire, sont menacés d'étranglement par l'implosion de la demande intérieure dans les pays où les taux de salaire ont été abattus. Donc il y a vraiment cette question de la demande, je pense, est la principale maintenant. Et c'est dans ce sens qu'il ne faut pas... je suis content d'avoir réédité List, si vous voulez. Mais c'est vrai que ce que recommande List est plutôt ce que vous avez évoqué, un protectionnisme de décollage quand même. Il s'agit de rattraper l'Angleterre. La situation a changé, c'est ça que voilà. vous voulez nous dire. Mais là, c'est autre chose. Les textes du protection sont intéressants. C'est une école de pensée absolument fascinante et beaucoup plus complexe qu'on dit. Mais on est en 2009, je ne me trompe pas. J'ai fait le changement d'année. C'est ça. Voilà, nous sommes en 2009. C'est autre chose. L'échelle des échanges mondiaux est quelque chose de tout à fait différent. Personne n'aurait imaginé à l'époque de List une globalisation économique intégrant des pays comprenant plus d'1 milliard d'habitants comme la Chine et l'Inde. Personne n'aurait anticipé à l'époque le décollage de l'ensemble de la planète, parce que ce qu'il y a derrière la globalisation actuelle, c'est aussi la hausse des taux d'alphabétisation sur toute la planète. C'est un décollage généralisé. Donc on est dans ce monde-là, et c'est ce monde-là qu'il faut penser. Vous êtes marrants et l'un et l'autre. Il y aurait un protectionnisme intelligent et un protectionnisme bête. Je caricature. Non, pas du tout. C'est exactement ce que je pense. Ça, je crois. Non. J'ai jamais hésité à dire qu'il y avait des connards dans ma vie. Alors, il y aurait un protectionnisme intelligent et un protectionnisme bête. Le protectionnisme intelligent, c'est pas un sujet, parce que d'ailleurs, on pourrait même dire que c'est pas du protectionnisme. Si on revient à List, on y a déjà fait référence, il avait un discours extraordinairement nuancé et ses positions protectionnistes intelligentes étaient très, 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 très ciblées. Le problème aujourd'hui, c'est pas les problèmes de projet que vous évoquiez, Jean-Louis Levet, c'est le protectionnisme bête. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à un protectionnisme bête? Et est-ce que ce protectionnisme bête a des chances de se développer dans les mois qui viennent? Prenons l'exemple si on ne fait pas un protectionnisme intelligent, c'est le sujet. C'est-à-dire que il faut sauver l'industrie automobile, évidemment. On ne peut pas laisser s'effondrer des pans entiers de l'activité industrielle. Donc il faut des mesures de sauvegarde. Provisoires, pour relancer. Qu'on appelle à tort protectionnisme. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas... Le protectionnisme, c'est pas restreindre tous les mouvements. Il y a une confusion, je crois, dans l'esprit des gens entre protectionnisme et national. Quand on met de l'argent, ce qu'on appelle protectionnisme en ce moment, c'est des réactions nationales de sauvegarde de l'outil de travail ou du système financier. Mais le protectionnisme, c'est plus vaste et plus restreint. Ça n'est pas forcément national, ça peut être européen. Et puis surtout, il s'agit du contrôle des flux de marchandises. Vous préféreriez parler de régulation commerciale? Non, surtout pas parce que le mot régulation, maintenant, c'est comme l'intégration pour l'immigration. Ou patriotisme économique, alors, qui passe mieux. Je parle vous appelez ça protection commerciale. Non, protectionnisme me va très bien. Je dis la théorie du protectionnisme. Si vous lisez List, par exemple, vous voyez, maintenant, on fout tout dans le même sac. C'est-à-dire, on protège le capital en interdisant des OPA, où on essaye, où on est contre l'immigration. Donc tout ce qui est fermeture au monde extérieur, maintenant, est qualifié de protectionnisme. Mais quand on a lu List, on voit tout à fait autre chose. C'est-à-dire que List, c'est le contrôle marchandise. Mais les protectionnistes classiques, genre List, sont favorables à la liberté de circulation du capital et des hommes. L'idée de List, fondamentalement, c'est que si vous fermez ou protégez au niveau des marchandises, jamais plus d'une certaine dose, d'ailleurs, sans ça, ça ne sert à rien, c'est pour attirer le capital étranger et les hommes. Il avait sous les yeux le développement des États-Unis. Donc, par exemple, moi, je suis protectionniste en termes économiques. Je vais vous surprendre. La régulation, le contrôle des flux financiers dont tout le monde se gargarise actuellement, ne m'intéresse pas tellement, parce que je considère que quand on contrôle aux frontières, le capital sera forcé de suivre. Si un pays ne peut pas exporter ses biens, il ira investir sur l'autre marché. Et je suis plutôt favorable à une certaine dose d'immigration dans une Europe qui est en train de vieillir. Bon, Emmanuel Ettad, on va laisser parler Jean-Louis Levet, qui est économiste, qui est directeur de l'Institut de recherche économique et sociale sur le protectionnisme, en particulier sur deux choses, Jean-Louis Levet, si vous le permettez, sur le lien entre protectionnisme et xénophobie, ou repli sur soi, ou isolationnisme, a dit Poutine, si tant est qu'on puisse le citer. Et puis sur le deuxième aspect, qui est l'aspect que soulevait Emmanuel Ettad tout à l'heure, qui est le protectionnisme comme moyen de relancer la demande intérieure.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a trois types de solutions. La première solution, c'est la solution libérale qu'on a appliquée à la fin des années 70, quand il y avait une crise internationale considérable, des variations de taux de change considérables. On a appliqué la solution libérale, c'est-à-dire celle qui a consisté à libéraliser complètement le commerce et surtout le système financier, en considérant que ça allait stimuler le commerce international. Le problème de cette solution libérale, c'est qu'elle elle oublie deux choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas dans un monde de concurrence pure et parfaite où tout le monde est égal et où tout s'optimise comme dans un joli film. Le premier point, c'est d'abord, il y a des oligopoles. C'est-à-dire, dans la plupart des grands secteurs industriels de services, on a quelques grands groupes aujourd'hui qui maîtrisent le marché mondial et donc qui peuvent peser sur les prix. D'ailleurs, il y a encore quelques semaines, quelques mois, la Commission européenne a condamné plusieurs cartels en Europe, dans la chimie, dans un certain nombre de groupes où finalement les entreprises se mettent d'accord sur des prix. Donc la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. Le summum pour un grand groupe capitaliste, c'est surtout qu'il n'y ait pas de concurrence. On n'est pas dans l'économie de marché. L'économie de marché, c'est la concurrence. Le capitalisme, c'est la propriété. Moins il y a de concurrence, mieux je me porte. Plus je peux créer des rentes et plus je peux gagner d'argent. Donc faut pas mélanger les deux. La deuxième limite de la solution libérale, c'est le jeu des rapports de force entre nations. Tout le monde comprend bien qu'un pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon ou la Chine, ils pèsent plus en termes de rapports de force dans l'économie mondiale que le Sénégal, le Portugal ou l'Irlande. Donc la solution libérale est une impasse. Et l'histoire récente l'a montré. La deuxième solution, c'est la solution néo-keynésienne qui consisterait à ce que nous considérions qu'à des problèmes mondiaux, nous ayons l'intelligence d'y répondre ensemble, à l'échelle européenne et j'espère à l'échelle mondiale avec le G20 qui va se réunir progressivement. Et là, je rejoins effectivement Emmanuel Todd qui consiste à dire comment nous pouvons coordonner nos politiques économiques pour faire une relance de l'activité, à la fois en termes de demande, en termes de pouvoir d'achat et en même temps au niveau de l'investissement. Parce qu'encore une fois, l'enjeu du futur, c'est l'investissement. Si nous n'investissons pas, nous ne cherchons plus à maîtriser notre devenir. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement dans la recherche, dans l'éducation, dans les écoles, dans les universités, pas simplement dans les biens d'équipement ou dans les entreprises. Et puis la troisième solution, effectivement, c'est la solution du repli sur soi. C'est-à-dire celle qui considérerait que la nation devrait, ce qui n'est pas mon cas, aller vers un nationalisme. Chacun se replie sur soi, chacun fait son plan de relance dans son coin, et très vite, le repli sur soi, ça mène non pas à l'égoïsme, parce que l'ordre de la morale n'est pas de l'ordre du capitalisme, mais si chacun ne compte que sur lui-même, en fait, très vite, le niveau de prospérité générale va baisser, et on ne construit pas une économie mondiale, a fortiori, on ne cherche pas à rentrer dans l'économie propre de demain du développement durable en jouant chacun pour soi. Donc face à l'impasse du repli sur soi, face à l'impasse libérale, aujourd'hui, c'est effectivement comment à l'échelle européenne est-ce que nous sommes capables, non pas à 27, je ne me fais aucune illusion là-dessus, mais au moins dans la zone euro, avec notamment la France et l'Allemagne, qui sont les deux pays qui pèsent 70% de l'industrie européenne. Est-ce que ces deux pays, comme par le passé, sont capables, au-delà de la diversité de leur structure productive, au-delà de la diversité des modèles sociaux, le modèle britannique, c'est pas le modèle italien, il ne faut pas chercher à ajuster tout le monde, mais est-ce qu'on est capable, à quelques-uns, de dire, nous essayons de rentrer dans une Europe politique qui, à la fois, va jouer la relance de la demande et à la fois prépare l'investissement de demain. Sinon, l'Europe sera broyée entre un pôle États-Unis-Japon qui va continuer à incarner la nouvelle frontière technologique et un pôle Inde-Chine qui non seulement deviendront de grandes puissances industrielles, car ces pays n'ont pas du tout vocation à être les ateliers du monde, ils n'ont pas du tout vocation à avoir les jambes en Asie et les cerveaux à l'Ouest, ces pays en même temps non seulement vont innover, mais vont continuer à avoir de bas coûts du travail. D'une certaine façon, la crise est révélatrice de la capacité ou non, de l'impuissance ou non, de quelques nations au sein de la zone euro à se mettre d'accord pour développer une vraie stratégie. Emmanuel Todd. Oui, je voudrais dire un mot sur la raison pour laquelle les stratégies de relance, même coordonnées, faites par tout le monde en même temps, ne vont pas apporter la solution du problème. Bon, c'est vrai qu'il faut se concerter. Je dirais que l'une des grandes différences dans la période par rapport justement aux années 30 de sinistre mémoire, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie totalitaire, il n'y a pas un climat, violent, fasciste, communiste ou autre. Et l'approche générale des gouvernements est quand même la concertation. L'ambiance, c'est ce que voit un historien, c'est que les possibilités de concertation sont beaucoup plus grandes. Donc, en ce sens, l'idée de protectionnisme menant à des choses autarciques est impensable, quand même maintenant. Je crois que c'est impensable. Le protectionnisme européen est dur à penser, mais le déchaînement de nationalisme économique n'est pas. Mais vous voyez, il faut bien voir ce qui se passe avec cette histoire d'insuffisance de la demande à l'échelle mondiale. On est là-dedans, quand même. Ça, plus personne ne le nie. Tout le monde dit qu'il faut relire Keynes, etc. On relance
je veux dire, de tous les côtés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On remet, si on relance de façon conjointe, on remet en marche la machine qui a produit la crise. Et c'est quoi la machine, le cycle historique qui a produit la crise ? Que dans un premier temps, des pays comme la Chine, il y en a d'autres, mais la Chine, on pense à elle à cause de sa masse et du fait qu'elle exporte 40% de son produit intérieur brut, la croissance de la Chine s'est nourrie finalement de la demande intérieure des pays développés. États-Unis d'abord, Europe dans une moindre mesure, mais de façon substantielle. Dans un premier temps, ça a marché, mais évidemment, ça a abouti à un début de destruction des appareils industriels dans des secteurs bien précis des pays développés, à un tassement des salaires et donc à une contraction de la demande dans les pays développés, qui maintenant agit comme un boomerang, et c'est ça qui menace la Chine d'implosion. Donc si on relance la demande en fabriquant du signe monétaire, c'est pour les États-Unis d'ailleurs que c'est le plus facile finalement. Ils font de papier, la monnaie, le fait de... ils émettent des bons du Trésor que tout le monde... Enfin, vous voyez les mécaniques. Mais si on fait ça, on ne fait que remettre en marche la machine à délocaliser, à comprimer les salaires. On essaye, on peut dire c'est un petit effort pour relancer l'économie chinoise, mais en vérité, comme il est quand même significatif. Pour les Français, les choses devraient être claires. Les gens ont pris conscience d'un début de baisse du niveau de vie l'année dernière. La baisse du niveau de vie, c'est la baisse de la demande, solvable quand même. Et vous voyez, donc vraiment, je crois qu'il faut vraiment saluer les tentatives de concertation, l'ambiance de concertation internationale, mais ne pas se faire d'illusions sur ce que les G20 qui viennent immédiatement vont apporter. Emmanuel Todt, qu'est-ce que vous faites de l'argument des détracteurs du protectionnisme, outre le repli sur soi, qui disent que ce qu'il faut craindre si on introduit une dose de protectionnisme aujourd'hui, qu'il soit de courte durée ou à long terme, ce sont les mesures de rétorsion. C'est-à-dire que si on restreint les importations, on va avoir des mesures de rétorsion à la mesure où nous sommes dans des économies interdépendantes. Alors, je crois vraiment que maintenant, chaque fois, je m'en rends compte, chaque fois qu'on parle de protectionnisme, en fait, on devrait mettre l'adjectif protectionnisme national ou protectionnisme continental, pour ne pas dire simplement européen. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre les deux ? Je veux dire, les tailles de marché, les effets possibles en termes de concurrence, de fermeture. Si vous pensez, le problème d'un pays comme la France, je ne serais pas dans d'autres phases. On aurait été au 19e siècle, j'aurais sans doute été favorable à un protectionnisme national. La taille des économies, les niveaux de spécialisation, les nécessités en termes de masse d'investissement pour développer des technologies faisaient que la nation, au sens historique, classique, la moyenne nation européenne, des gens qui étaient des grandes nations avant, était tout à fait suffisante pour protéger. Mais là, on n'y est plus du tout. Je veux dire, dans un contexte français, ce qu'a fabriqué la globalisation économique, c'est bien entendu des phénomènes de pression sur les salaires à l'échelle mondiale, avec la situation d'insuffisance de la demande que l'on vit à l'échelle mondiale. Mais en termes d'échanges effectifs, ce qui s'est fabriqué, plutôt, c'est ce que les économistes américains ont noté, c'est ce qu'ils appellent régionalisation, c'est des ensembles continentaux. C'est-à-dire qu'il y a une économie nord-américaine, on ne peut plus penser l'économie... On ne sait pas si on peut penser l'économie américaine indépendamment du monde, mais le Mexique et le Canada sont totalement intégrés en termes d'échange à l'économie américaine. Et ce qui existe en Europe, ça n'est plus l'économie française, ça n'est même pas l'économie allemande, c'est une économie européenne. Donc si on pense en termes de protection et de quelque chose qui ne détruirait pas les échanges économiques, marchandises fondamentaux, je veux dire, il faut penser Europe. Il existe différentes formes de protectionnisme. Lesquelles à vos faveurs, Emmanuel Todt ? Par quelle forme de protectionnisme vous y prendriez pour mettre en place un protectionnisme européen ? D'abord, je crois qu'il faudrait... Il faut être prudent. Il ne faut pas foncer tête baissée dans ces protectionnismes nationaux non réfléchis. Donc il y a des étapes. Si vous voulez, le libre-échange, tel qu'on le voit maintenant dans ses effets destructeurs ultimes, au début c'était bien, hein, ça a pris 2 générations quand même. Donc moi, quand je pense projet protectionnisme, je pense en termes d'un projet pour une génération. Et puis ensuite, on verra quand on y sera. Moi, j'y serai pas, mais bon, on verra quand on y sera. Mais la première chose dont on ait besoin, ça serait d'une grande messe économique où les économistes professionnels reconnaissent qu'en théorie du commerce, en théorie de l'économie internationale, ils ont un peu oublié la question de la demande.
qu'on ne trouve pas bizarrement dans les manuels d'économie internationale. Alors, moi, j'ai lu que les trucs américains, mais c'est pas dedans. Et c'est bizarre pour des économistes de génération de formation keynésienne. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, retourner les G20 dans l'idée qu'il faut fabriquer une sorte de cloisonnement continental, je veux dire, de l'économie mondiale pour relancer la demande. Je veux dire, dans une optique coopérative, en fait. Pour les Européens, qui sont certainement les mieux armés en termes d'équilibre des échanges, comprendre les problèmes de transition des Américains qui sont lourdement déficitaires, les problèmes de transition des Chinois qui sont lourdement excédentaires, partie du principe que les Américains vont devoir reconstruire une partie de leur industrie et que les Chinois vont devoir se réorienter vers leurs demandes intérieures. Et une fois dans cette ambiance coopérative, mais qui explique aussi, ainsi que Jean-Louis Levet, il y a aussi un gros élément de rapport de force dans toutes ces choses. C'est quelque chose que les Européens devraient imposer aux Américains ou aux Chinois. Mais on peut imposer de manière coopérative. Et une fois, et en même temps ça, il faut penser les choses dans le détail. Il ne s'agit pas de protéger n'importe quoi bêtement, comme on a tendance à le faire maintenant sur le plan national. Alors on protège quel bien? On protège sur quel pays on introduit des taxes, des quotas? On joue sur la monnaie? Qu'est-ce qu'on fait? On fonde d'abord des instituts de recherche, on commence à discuter de secteurs de production, on réfléchit, mais en aucun cas on ne fait n'importe quoi. Je dirais que le premier effet de ce projet, donc on peut discuter des secteurs de tel ou tel textile, métallurgique, on peut discuter de tout. En pratique, compte tenu de la capacité productive de l'Europe, du fait que l'appareil industriel est encore très très important, qu'en masse d'ingénieurs, de scientifiques, d'ouvriers qualifiés, l'Europe est le centre de gravité du monde actuellement. Pas pour toujours, hein. Un jour peut-être ça sera la Chine. Mais en vérité, si vous interdisez, vous bloquez par la taxation, les quotas, etc., l'importation d'un bien, en Europe, vous faites renaître le secteur de production immédiatement. Et dans un ensemble de 450 millions d'habitants, je veux dire, honnêtement, comme fermeture, on peut imaginer mieux. Hein. Voilà. Mais oui, vous n'avez toujours pas répondu à la question de Caroline qui a pourtant insisté. C'est quoi les armes du protectionnisme? Je suis quand même frappé depuis le début de l'émission. On n'a pas parlé, sauf Caroline qui a cité le mot, de monnaie. Est-ce qu'on n'est pas en retard d'une guerre? Est-ce que le protectionnisme commercial, voire industriel, n'est pas relativement marginal par rapport à une arme de guerre économique qui est devenue aujourd'hui la monnaie? Dit autrement, si les Chinois se mettent à dévaluer le yuan, on pourra faire tous les protectionnismes ou tous les libre-échangismes, on n'y arrivera pas. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que les techniques en termes de quotas sont probablement plus efficaces, je veux dire, que des techniques de tarifs douaniers. Tout ça, c'est les choses dont on doit discuter. Mais c'est vrai que la protection par le change existe. Mais les effets généraux, détaillés de la protection par le change, c'est-à-dire par la dévaluation en fait, je veux dire, si on dévalue, etc., ne sont pas les mêmes que ceux de la protection. Parce que si l'un des problèmes classiques de la protection par le change, c'est que quand vous dévaluez, vous aussi, vous renchérissez les importations de matières premières. Donc, alors que ça, un protectionnisme ciblé sur certains biens ne le fait pas. Donc c'est quand même... Mais si vous voulez, l'important, je pense que l'une des premières choses à faire, ça serait de fonder un institut de recherche, de purger la pensée économique dans les lieux importants des économistes bancaires. Le vrai drame de la période, ça n'est pas que c'est difficile, c'est qu'on est dans l'impensé. Si vous voulez, il y a un truc, on est dans une situation historique extraordinaire. Je le sais parce que, bon, maintenant, évidemment... On sent la chape de plomb se lever puisqu'on est dans la crise. Mais moi, j'ai fait ma conversion au protectionnisme en 98. Et dans les 10 ans qui ont suivi, dans l'illusion économique, ce que j'ai vu, c'est de plus en plus de victoires de la pensée libre-échangiste. C'est-à-dire, même l'Inde s'est convertie au libre-échange dans la période. Et le paradoxe... Ça lui a pas mal réussi. Comment ? Ça lui a pas mal réussi. Non, ils ont décollé avant de s'ouvrir, les Indiens. C'est justement l'un des cas d'école où on voit très bien dans le cas de l'Inde que le décollage intervient avant le début d'ouverture aux échanges. Ne partons pas sur l'Inde. Oui, eh bien, alors tant pis. Mais voilà. Jean-Louis Levet. Bon. Oui, je crois que si on reprend ces 20 dernières années, le problème n'est pas les méchants Chinois ou les méchants Indiens. L'élargissement de l'économie mondiale, très souvent en Occident, nous avons tendance à prendre des boucs émissaires de notre propre impuissance à penser et agir. Le problème, c'est pas tant l'élargissement de l'économie mondiale, on va y revenir, que le fait que les États-Unis, depuis 20 ans, ont développé une économie fondée sur l'endettement en captant l'épargne mondiale. Et donc le problème n'est pas tant le fait que nous ayons plus de pays dans l'économie mondiale, c'est plutôt une bonne chose si on peut élever le niveau de prospérité à moyen long terme. Le problème, c'est
de gérer le court terme. C'est comment faire en sorte que cette finance complètement dérégulée, qui s'autosuffit à elle-même depuis 20 ans, avec d'ailleurs l'alliance du politique, parce que si aux États-Unis, bon nombre d'établissements hypothécaires ont prêté à des dizaines de millions d'Américains des prêts qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas rembourser, c'est évidemment parce que le politique des instances de régulation, finalement, le pacte était implicite. Relançons l'économie par l'endettement et non pas par la création de richesses. Donc d'une certaine... Et l'Europe, depuis 20 ans, à part le cas de l'Allemagne, investit de moins en moins dans les nouvelles technologies, dans la connaissance, dans l'éducation, dans la recherche. Donc le problème aujourd'hui, c'est nous le problème. C'est notre incapacité depuis 2 décennies. On a essayé de faire une stratégie de Lisbonne il y a 15 ans qu'on n'a toujours pas mis en place. C'est notre incapacité à penser le futur et à nous contenter de cette idéologie du présent où finalement, d'une certaine façon, si le marché est l'alpha et l'oméga du développement, on ne voit pas pourquoi on se projetterait sur le futur. Donc si nous sommes en récession aujourd'hui, c'est principalement parce que les États-Unis et d'une façon moindre l'Europe ont été incapables de penser une vraie stratégie de développement à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les méchants Chinois ou les méchants Indiens. Mais Jean-Louis Levet, vous qui tout à l'heure disiez que d'une certaine façon, introduire une petite dose de protection ne pouvait pas être considéré comme quelque chose de mauvais. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il vaut mieux, comme le disait Olivier, jouer sur la monnaie? Est-ce qu'il vaut mieux jouer sur les taxes, sur les droits de douane? Comment faire en sorte pour que le protectionnisme bête qu'on voit poindre ici ou là, devienne un protectionnisme intelligent ou européen, on choisira le bon terme. Par quel levier, par quel moyen serait-il le plus intelligent de travailler? Moi, je ne suis pas là pour défendre le protectionnisme ou défendre le libre-échange. Ce que l'histoire m'apprend, c'est qu'un pays cherche à maîtriser son avenir ou pas. S'il cherche à maîtriser son avenir, je parle de la France et de l'Europe, alors l'enjeu, c'est comme ça que pensent les protectionnistes. Je suis peut-être inconsciemment... Emmanuel, je vais peut-être juste finir ma phrase. Oui, non, mais là, je voulais manifester mon approbation. Bon, je pense qu'il y a... ce qui me gêne dans le mot protectionnisme, c'est il y a une connotation défensive. Voilà, ça me gêne. Et je pense qu'on ne se projette pas dans le futur, on ne résout pas les problèmes du présent en donnant l'impression d'une représentation défensive. Voilà. Je pense qu'on ne construit pas un projet mobilisateur avec des mots qui donnent l'impression qu'on est sur la défensive. C'est un problème de mots. Quand on est... Non, attendez, derrière les mots MOT, il peut y avoir des mots MAUX. Si vous voulez, il y a une bonne concurrence. Alors là, vous me faites penser aux généraux du début de la guerre de 14. Tout pour l'offensive. Il y a une bonne... Non, l'offensive, c'est la capacité à réfléchir ensemble, à se projeter. Regardez, prenez un exemple comme la prospective. Mais il se projette, Emmanuel Todd, puisqu'il projette la relance de la demande. Je ne suis pas en train de dire le contraire de ce qu'il dit ou inversement. Je pense qu'on a des grilles de lecture qui sont complémentaires. Moi, je préfère toujours, dans le débat, chercher à devenir raison collectivement que d'imposer ma raison. Ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité des pensées, non pas l'antagonisme par l'antagonisme. Je pense qu'il y a une bonne concurrence et une mauvaise concurrence. La bonne concurrence, c'est l'émulation. Elle est indispensable pour innover, que ce soit technologiquement, socialement ou en termes organisationnels. Il y a une mauvaise concurrence, c'est celle de la guerre à tout prix, des guerres commerciales. Et tous les outils, on joué, les outils de protection, c'est quoi? C'est les clauses anti-dumping, c'est les contingentements, c'est les tarifs douaniers, c'est les dévaluations. Voilà. Quand on joue de ce jeu-là, on est perdant. Pourquoi on a fait l'euro? L'euro, c'est pas un outil protectionniste. C'est un outil qui, à la fois, nous permet de montrer notre capacité à jouer ensemble dans la mondialisation. Et actuellement, dans la récession, c'est un outil de protection et non pas un outil de protectionnisme. On a joué l'euro, et je me rappelle que certains... Ah non, l'euro trop fort, c'est de l'anti-protection. Oui, aujourd'hui, l'euro, il est en train de baisser, on est en train de se dire, oh là là, il est en train de dégringoler. Oui, mais je veux dire, on ne peut pas simplement se féliciter du fait qu'on ne maîtrise pas, les oscillations de l'euro, que tantôt il étrangle, tantôt il laisse respirer. C'est parce que l'euro, ça devient le supplice de la baignoire. Non, mais je ne suis pas en train de dire. Et encore une fois, il faut se remettre dans une logique de long terme. L'euro, ça a été la capacité à essayer de construire une Europe politique. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté à l'euro, et les libéraux étaient bien contents qu'on s'arrête à l'euro. Donc par rapport à cet enjeu de mauvaise concurrence que nous avons aujourd'hui, on connaît les pistes. La première piste, c'est est-ce que nous sommes capables, au sein de l'Union européenne, avec nos amis américains, de remettre la finance au service de l'économie réelle. Les banques font partie de l'économie. Depuis 20 ans, elles ont défini leurs propres normes, bien à l'abri de la vérité de l'économie réelle. L'enjeu aujourd'hui, c'est remettre, c'est pas de condamner les Chinois ou les Indiens, c'est de résoudre nos propres problèmes. Comment faire en sorte que la finance, qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est ce qu'on en fait, et on sait ce qu'il faut faire. Ça, Olivier pour en parler bien que nous, comment recréer des normes de régulation et faire en sorte que les banques reviennent dans le champ démocratique, tout simplement. C'est quand même un enjeu fondamental. Le deuxième enjeu ensuite, c'est comment à l'échelle mondiale promouvoir
une concurrence équitable, c'est-à-dire comment faire en sorte que les normes environnementales, sociales, fiscales, aujourd'hui jouent. On a déjà du mal à la jouer au sein de l'Union européenne, où il y a une concurrence fiscale et sociale terrible, qui fait que Philips, qui s'est implanté en Irlande il y a 20 ans, a fermé son usine il y a quelques semaines, ça représente quand même 2% du PIB irlandais, pour aller en Pologne, et les usines textiles polonaises vont en Roumanie parce que ça coûte encore moins cher. Alors, si vous voulez, on a du mal à tenir un discours mondial par rapport aux Chinois en disant élevez votre niveau de normes sociales, alors qu'on n'est pas foutu déjà de faire au sein de l'Union européenne. Donc voilà une deuxième leçon de la récession, plutôt que de multiplier des plans de relance. Ou la semaine dernière, en l'occurrence, le président de la République a dit je veux plus que les usines aillent en Tchéquie, il faut qu'elles viennent en France. L'usine de captation de CO2, il faut pas qu'elle soit en Allemagne, il faut qu'elle soit en Lorraine. C'est pas avec ce genre de discours qu'on va faire une Union européenne. On peut pas à la fois flinguer les Tchèques, les Luxembourgeois, les Britanniques, les Allemands, et dans le même temps dire on va faire l'Union européenne. Vous êtes marrant et l'un et l'autre. Je reviens à ça sur un autre thème. Vous faites une hypothèse implicite, c'est que le système est coopératif. Ah non, pas du tout. Attendez. Il faut l'expliquer. Il est fondamentalement antagoniste. Il faut l'expliquer aux auditeurs et je voudrais prendre un point très précis. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des fortes pulsions à ne plus coopérer. Ce que j'étais en train de dire à l'instant. Oui, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait? Je dis de temps en temps, j'ai promis de ne plus le lire à chaque émission, que fait-on, docteur? En matière européenne, moi, je veux bien, j'entends ce que dit Emmanuel Todd, simplement, je ne sais pas comment on fait. J'ai une fiche cuisine à la fin de mon livre. Oui, mais vous n'avez pas la fiche cuisine de la réconciliation franco-allemande dans la matière. Si, L'Allemagne est très opposée au protectionnisme aujourd'hui. Je vais vous dire, les Allemands, ils vont être forcés d'évoluer parce qu'on est aussi dans une situation qui est par essence mouvante. Là, on a des classes dirigeantes qui n'ont pas compris, qui se focalisent sur la question de la finance. J'aimerais dire pourquoi je ne pense pas que le traitement du système financier soit le bon traitement. Mais on va se rendre compte qu'il ne se passe rien. Je veux dire, ils vont continuer à tourner en rond. On ne va pas relancer la demande comme ça. Le fric qui sera injecté dans les usines automobiles permettra la sauvegarde de l'outil de travail, si on peut dire. Mais guère plus. Et petit à petit, on va s'apercevoir que ça continue. Et bien entendu, les Allemands vont s'en apercevoir plus que les autres, puisque plus un pays a une économie fortement exportatrice, plus il va être touché par la contraction de la demande mondiale. C'est toujours pareil. Quand vous avez une crise de la demande, plus une économie est dynamique, plus elle est touchée. Par exemple, on voit déjà, c'est traité comme un signe de supériorité américaine, que la récession est plus grave en Europe qu'aux États-Unis. On dit, putain, ils sont forts. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Les Américains, ils sont forts. Mais non, en fait, ils sont faibles. Je veux dire, dans la mesure où leur appareil industriel est déjà complètement... Ça nous dit pas, Emmanuel Todd, comment convaincre l'Allemagne d'introduire du protectionnisme européen. J'ai une fiche cuisine à la fin d'après la démocratie. Je dis qu'il faut faire comprendre les Allemands qu'on a compris que leur stratégie n'était pas coopérative. Il faut leur faire comprendre leur dépendance qui reste très importante à l'égard du marché européen et que sans l'euro, ils auraient face à eux des dévaluations compétitives très très menaçantes. Au positif, il faut leur faire comprendre et mesurer, s'il y a un travail d'économétrie à faire, ce qu'ils pourraient espérer comme gain de demande globale sur un marché intérieur européen protégé de 400 ou 450 millions de personnes, et oser leur dire, je veux dire, ça c'est une vraie négociation entre pays amis, et leur dire, et puis si vous ne voulez pas admettre que vous êtes l'économie industrielle principale du continent, si vous ne voulez pas être une grande nation qui prend en charge les intérêts du continent, basta, on se sort de l'euro, qui n'est pas bon pour nous. Carrément. Évidemment, mais il faut oser. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une offre qui ne se refuse pas. Jean-Louis Levet, sur cette question. Oui, je crois que si on regarde la situation aujourd'hui des rapports de force au sein de l'Union européenne, on a une Allemagne qui est largement dominante et qui sortira gagnante de la crise. Il faut se faire aucune illusion là-dessus pour une raison très simple. C'est que depuis des dizaines d'années, l'Allemagne a fait le choix des industries de biens d'équipement et aujourd'hui, le monde entier a besoin de barrages, de machines-outils, d'usines, à commencer par l'Inde, la Chine, le Brésil et demain l'Afrique. Donc elle a la spécialisation industrielle, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises, son système productif qui correspond aujourd'hui à la demande mondiale. Donc même si elle va traverser une crise très dure avec nous pendant 1 an, 2 ans, ces entreprises de toute façon sortiront gagnantes parce qu'elles jouent l'espace mondial. Et plus je joue large, plus je suis gagnant fin de la crise. Le problème de la France, c'est que on n'est finalement ni dans l'un ni dans l'autre.
Depuis 15 ans, on est tombé dans cette mode de la société post-industrielle en considérant que seuls les services seraient source de valeur ajoutée. Donc depuis pas mal d'années, on a une industrie qui s'affaiblit, on a une spécialisation qui ne correspond plus à la demande mondiale, on a un système universitaire d'éducation aujourd'hui qui tient de moins en moins la route, et demain, c'est nous qui risquons de devenir les pays sous-développés où on développera des filiales du lourd un peu partout en Europe. Alors c'est un enjeu politique. C'est-à-dire, soit on joue uniquement le tourisme, on dit, voilà, on joue l'enjeu, demain on aura 300 millions de Chinois qui auront le pouvoir d'achat européen, et on met des musées du Louvre partout à Montpellier, Marseille, Bordeaux. C'est une solution, plein d'emplois. La deuxième solution, est-ce qu'on est capable d'avoir une industrie puissante, source de valeur ajoutée avec des emplois qualifiés? C'est ça l'enjeu aujourd'hui au niveau français, avoir déjà une capacité à avoir une vraie stratégie. Pour l'instant, je ne la vois pas. Dernière question, Emmanuel Todt. C'est un enjeu politique, disait à l'instant Jean-Louis Levet. Est-ce que c'est une idée de gauche aujourd'hui, le protectionnisme européen? Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin au Parti socialiste, plus qu'à l'UMP, par exemple? Non, enfin moi, ce que j'analysais dans Après la démocratie, c'est plutôt la plus grande facilité de la droite à penser protectionnisme, mais à penser protectionnisme national, en fait. Il y a une résistance à gauche pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est que le Parti socialiste est un parti de fonctionnaires peu menacé sur le marché de l'emploi. Je ne critique personne, je suis l'un d'eux, les fonctionnaires. Je parle, voilà. Et la motion conduite par Benoît Hamon avait inclus une dimension bien sûr, protectionniste. Ça vient, on sent que ça vient. Et puis il y a la dimension universaliste. Pour les socialistes, c'est plus difficile l'idée de défendre un territoire. C'est pour ça que la notion de protectionnisme européen, il y a la notion de territoire, et là, il y a la notion internationaliste. Donc, à mon sens, le basculement, s'il se fait, il se fera à gauche et à droite, à des rythmes qui peuvent être un peu décalés, mais simultanément à gauche et à droite, parce qu'il faut du tempérament de droite, il faut tirer quelque chose, et du tempérament de gauche, quelque chose aussi. France Culture, l'économie en question. Pour terminer ce débat sur le protectionnisme, on revient, Olivier Passeray, avec votre chronique aujourd'hui sur l'autre Todt dont vous parliez au début de cette émission dans votre petite introduction à l'histoire du protectionnisme. L'autre Todt qui n'est autre que votre fils, Emmanuel Todt. Mon fils aîné, David. Intitulé, nommé David, et le titre du livre, c'est L'identité économique de la France, libre-échange et protectionnisme, 1814-1851. Oui, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je vais en dire deux mots maintenant. C'est un livre intéressant en fait à 4 titres. D'abord, c'est pas un livre qui se lit comme un roman policier, mais pour un livre d'histoire, il est très bien écrit et assez facile à lire sur une période assez courte, en gros 1815-1850, parce qu'il dépasse un peu les frontières évoquées dans la couverture. Le premier intérêt, c'est de montrer la complexité du débat, et on l'a revu aujourd'hui à travers notre discussion. Je vais en prendre un seul exemple. On a beaucoup parlé de List. List a écrit 2 choses. D'abord, rien de plus dangereux et de plus blâmable que la clôture subite et absolue du pays aux moyens de prohibition. Ça, c'est le List libéral. Et puis l'autre List, c'est le même, c'est pas son fils. Le système protecteur apparaît comme le plus puissant promoteur de l'association finale des peuples, par conséquent de la vraie liberté du commerce. Ça ne l'a pas empêché d'être, par ailleurs, protectionniste en voulant défendre l'industrie. Donc, même la pensée des économistes à l'époque, Ricardo et Smith compris, était complexe, et c'est bien montré dans le livre. Deuxième élément intéressant, la différence fondamentale entre la France et l'Angleterre. Il y a des protectionnismes, il n'y a pas un protectionnisme. On voit bien que les bagarres autour des corn laws en Angleterre va dans le sens du libre-échange, mais qu'il y a des réticences par rapport à ce libre-échangisme, et dans ce domaine, le caractère fondamentalement démocratique de l'Angleterre à cette époque, et au contraire l'alliance entre les agriculteurs et les petits industriels en France, explique les différences majeures. Troisième élément, la gauche à l'époque est internationaliste, et ça a expliqué que le libéralisme se soit développé à la fin des années 1850. Et enfin, dernier point, il parle, et peu d'auteurs, peu d'historiens en parlent, du rôle de la monnaie au XIXe siècle. On voit aussi que la monnaie déjà était un instrument, non pas de protectionnisme, mais de guerre économique. David Todt, L'identité économique de la France, libre-échange et protectionnisme, 1814-1851, c'est publié chez Grasset. Je rappelle également le titre de votre
votre livre Emmanuel Todd, Après la démocratie, publié chez Gallimard. Merci également à Jean-Louis Levé. Je rappelle, Jean-Louis Levé, que vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et sociale et ancien responsable des questions industrielles au Parti socialiste. C'était l'économie en question, une émission proposée par Olivier Pastré et Caroline Brouet, coordination et documentation Yael Bandelbaum. Bonnes vacances Yael et bienvenue à Seham Boutata qui rejoint l'équipe cette semaine. Réalisation Marie-Ange Garando, à la technique ce matin Stéphane Poitvin et un grand merci à notre stagiaire Laetitia Strauss pour son aide dans la préparation de cette émission. Nota bene, vous pouvez désormais nous faire part de vos commentaires, réflexions, opinions et questions en vous rendant sur notre site franceculture.com à la page de l'économie en question et en cliquant sur vos commentaires. On se retrouve demain à 11h avec Sylvain Bourmeau autour des livres de Daniel Linhart, Travailler sans les autres, et de Michel Lallemand, Le travail de l'utopie, Godin et le familistère de Guise. Bon après-midi à l'écoute de France Culture. Tout de suite à midi, les titres du journal et tout arrive.